Bonsoir tout le monde, je suis Paul Pluma, bienvenue sur The UAP Show. Le mystère des ovnis vous intéresse? Les récentes déclarations du Pentagone, de la NASA et les auditions au Congrès qui sont tenues de l'année dernière vous intriguent? Et ben vous êtes au bon endroit. Comme à notre habitude, je suis accompagné de Bernard Touanel, journaliste d'investigation aéronautique, Joël Bloss, notre relation publique pour The UAP, notre chargé, pardon, des relations publiques pour The UAP Show et activiste UAP très active. Thibaut Canuti, notre historien de l'ufologie et également rédacteur en chef. On a le plaisir également de recevoir Yann Alexander et Samson, excusez-moi, je relis votre nom et prénom, Mayu Lolo Alidja. Je l'ai bien prononcé. Exactement, c'est ça. Super. Très bien. Donc, on est ravis de vous accueillir ce soir, Samson. Donc, on va Merci. parler de beaucoup de choses, de votre livre, des ovnis en Afrique, d'où la présence de notre cher Yann Alexander ce soir. Je sens que ça va être fort intéressant. On enchaînera sur une actualité qui est très, très chargée. Je vous invite à vraiment patienter et rester jusqu'à la fin parce que là, l'été arrive et l'actu UAP commence à se réchauffer. Thibaut, je te laisse la parole pour la présentation de notre invité. Oui, ben avec plaisir. On reçoit cette semaine Samson Mawololo Alidja. Donc, Samson, vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes passionné par beaucoup de choses, l'histoire, la politique, la géopolitique. Vous dites d'ailleurs que vous aimez également la science-fiction, la comédie, la musique africaine contemporaine, le reggae. Votre personnalité politique préférée est Kwame Nkrumah. Vous pourrez peut-être nous en parler si vous le souhaitez. Et puis, vous avez été témoin d'une observation d'OVNI au cours de votre adolescence. Ça aussi, je pense que peut-être vous allez nous en dire deux mots. Et c'est sans doute, j'imagine, ce qui est aussi à l'origine de votre intérêt pour la question. Et puis, c'est assez récemment, en 2023, que vous avez décidé de vous intéresser aux apparitions d'OVNI en Afrique et, je l'imagine, à rejoindre donc la plateforme UAP Afrique. Vous nous en parlerez également. Donc, vous vivez à Lomé, au Togo. Vous estimez que la question des ovnis mérite plus d'attention sur le continent. Hein, vous en parlez dans votre ouvrage. Et donc, dans cet ouvrage, vous vous êtes efforcé de regrouper les témoignages en provenance de plus de 40 pays. C'est un travail assez unique. Hein. Je ne crois pas que ça a été fait avant vous, en tout cas pas de cette manière. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez un regard un peu plus large, un peu plus pointu, puisque lorsque vous ne vous intéressez pas au mystère des ovnis, vous vous intéressez de façon plus large finalement à la géopolitique, aux problèmes sécuritaires, politiques du continent africain. Vous êtes, je le disais, passionné par l'histoire de l'Afrique. Vous avez vécu et travaillé au Sahel et vous avez une expertise sur tous les sujets qui touchent notamment aux groupes djihadistes implantés dans cette région du monde. Donc, vous avez une vision globalisante, j'ai envie de dire, et c'est ce qui rend votre travail, votre ouvrage sur les ovnis en Afrique particulièrement intéressant. Donc, c'est donc un plaisir de vous avoir avec nous ce soir et on vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation aux côtés de Yann Alexander, qui a son rond de serviette chez UAP Show, donc qui nous connaît très bien et qui est un invité récurrent, si je puis dire, un intervenant récurrent de l'émission. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement sur vous, mais n'hésitez pas à compléter ce court portrait. Merci, le plaisir est partagé. Je pense que la présentation a été assez succincte et assez bien faite. Donc, nous pouvons y aller, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Super, eh bien, attaquons les hostilités. Dans ce cas, honneur aux femmes. Bien, bonsoir tout le monde. Voilà, moi j'ai des questions rapides, concrètes, mais on rentre directement dans le vif du sujet. Voilà, je voudrais savoir donc, qu'en est-il des pilotes africains? Est-ce que vous avez des observations? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages de pilotes, par exemple? Et autre question aussi, est-ce que les scientifiques africains s'intéressent au sujet OVNI? Oui, par rapport aux pilotes, comme je le disais tout à l'heure, à l'instant, j'ai une bonne connaissance en moi qui est un sergent de l'armée de l'air ici, au Togo, qui n'a trouvé aucun intérêt à ce que je disais par rapport aux ovnis, au fait.
C'est un sujet assez étrange pour lui. Il n'en a jamais entendu parler. Donc, du coup, il a juste ri et puis bon, il est passé à autre chose. Donc, parmi les témoignages qui sont dans le livre, vous verrez qu'il y a très peu de témoignages au niveau des forces armées. Je pense que principalement, c'est parce que nos forces armées, surtout la branche aérienne, n'ont pas forcément les outils pour surveiller le ciel en Afrique. Ils n'ont pas la capacité pour surveiller le ciel de leur territoire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils n'observent juste pas. Et puis, il y a aussi un manque de pédagogie, c'est-à-dire que même s'il arrivait qu'un pilote voit une chose qui ressemble à un ovni ou à un truc assez bizarre, il va plutôt l'attribuer à une manifestation spirituelle, même si c'est un officier, bien sûr, qu'à un phénomène aérien non identifié au fait. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de pédagogie, comme les gens ne savent pas que ces choses-là traversent le paysage ou l'espace aérien de nombreux pays, ils ne sont juste pas intéressés. Ils ne font pas de liaison, en fait. C'est un peu ce qu'il faut dire. Maintenant, par rapport aux scientifiques, assez étonnant, mais c'est pareil. La plupart des scientifiques africains ne s'intéressent pas du tout au phénomène aérien non expliqué. D'ailleurs, ils estiment que le continent a déjà assez de problèmes pour aller perdre du temps dans ce qui serait peut-être un délire, entre guillemets, des Blancs. Donc, ils ne s'y intéressent pas beaucoup. Oui, je comprends. Et vous allez voir dans le livre, je parlais d'un cas d'observation au Togo où c'était un touriste et puis une femme, une compagne je l'ai vu. togolaise, oui, exactement, ils ont observé la même chose. Après, le touriste a rapporté qu'il avait eu des maux de tête, des malaises. Mais par contre, on n'a pas de témoignage par rapport à la femme. Sûrement qu'elle n'en a pas parlé, elle n'a pas su ce qu'elle a vu. Et comme la mer en Afrique, c'est le domaine des esprits, de Mami Wata, des esprits de l'eau, tout ça, elle a sûrement pensé qu'elle a dû voir quelque chose de assez fantasmagorique, un truc spirituel. Et peut-être qu'elle est partie parler à son pasteur ou à son péticheur ou à son prêtre traditionnel pour qu'on la désenvoûte, quoi. Et puis, sa vie continue tranquillement. Je comprends. Oui, on en est là encore au niveau de ça, quoi. C'est pas encore gagné. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais d'un autre côté, si je peux me permettre, parce que du coup, c'est la transition parfaite avec la question que j'avais à vous poser, Samson, c'est qu'effectivement, on retrouve cette notion, et tu vas être d'accord avec moi, Yann, parce qu'on le retrouve beaucoup dans ton ouvrage, les ovnis, la question des ovnis en Afrique, c'était le fait que justement, vu que l'Afrique est un pays, enfin un continent, excusez-moi, grosse erreur, l'Afrique est un continent plus éveillé spirituellement que l'Occident, et justement où les croyances sont beaucoup plus développées et beaucoup moins stigmatisées. D'ailleurs, vous l'évoquez très justement, Samson, c'est-à-dire qu'on parle de phénomènes fantômes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stigmatisation, parce qu'en fait, tout ça, c'est un peu mis dans le même panier. Et comme vous venez de le dire, on associe esprit et ovni. Et on en revient toujours à la même notion, qui est que, voilà, en l'occurrence, vous parlez des esprits qui viennent de la mer. Il y a une légende comme quoi il y a beaucoup d'esprits qui viennent de cette mer. Et dans la communauté ufologique, on est tous très au courant que les ovnis viennent de l'océan. Donc, en fait, les ovnis, c'est comme de l'art abstrait. Personne n'y comprend rien et tout le monde y trouve son interprétation. Et justement, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est lié à une confusion? Vous l'avez évoqué, il y a le manque de pédagogie qui rentre en jeu. Oui. Mais est-ce que tout simplement, il n'y aurait pas aussi le fait qu'il y aurait un certain lien entre ovni et spiritualité? Évidemment, beaucoup d'observations tendent à confirmer le fait qu'il y a un lien entre l'ovni et la métaphysique, pas la spiritualité au sens où on interprète ça de façon assez conventionnelle, mais sûrement entre ovni et métaphysique. Maintenant, il faut dire que dans le cas de l'Afrique, c'est que la question même de la vie hors de la planète ne se pose pas en fait. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, c'est juste un sujet fantôme au fait. C'est-à-dire, ils ne se posent pas la question avant de se rendre compte qu'il y a une confusion. Vous voyez, ils ne se posent pas la question avant de se rendre compte qu'il y a une confusion. C'est-à-dire, tout simplement. On vous entend beaucoup mieux. Ok, d'accord, merci. La question ne se pose juste pas. Donc, lorsqu'ils voient un vaisseau qui jaillit de l'eau, pour eux, c'est sûrement une divinité de l'eau qu'ils ont vue. Ils ne font pas de lien entre ça et une vie qui serait ailleurs du système solaire et qui viendrait par hasard nous visiter au fait. À part chez les Dogons, qui dans leur système de pensée métaphysique ont inclus clairement qu'il y a une vie au-delà de la planète et dans des mondes infinis et qu'il y aurait un mouvement spiralé qui fait que les mondes s'éloignent
les autres peuples n'ont pas vraiment développé cette partie de la connaissance dans leur système de pensée traditionnel. Ouais, alors, Samson, moi, j'ai vraiment, je me suis beaucoup intéressé à votre ouvrage. Bravo, encore une fois, je le disais, c'est vraiment original, assez unique. En tout cas, c'est un livre qui va marquer parce qu'il n'a pas d'équivalent, hein. En langue française. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il existe des équivalents en langue anglaise, mais ça, peut-être Yann pourra nous dire. Moi, je me suis beaucoup intéressé pour mon premier bouquin, donc un fait maudit, à la question que vous avez évoquée des Dogons du Mali et à leurs croyances concernant les étoiles Sirius, hein, notamment, croyances qui renvoient à une mythologie qui vraisemblablement renvoie aussi à la lointaine Sumer, hein. Donc on sait qu'il y a quand même des noms ancestrales qui sont liées à l'Afrique, berceau de la civilisation, il faut le rappeler, hein, de la civilisation humaine. Vous avez fait le choix de ne pas en parler dans votre ouvrage, au même titre que vous ne parlez pas, ou très peu à ma connaissance, des observations de l'époque coloniale ancienne, je veux dire d'avant les années 50. Alors, pour la partie croyance religieuse, cosmogonique, est-ce que c'était un choix éditorial presque de ne pas aborder cette question, ou souhaitez-vous l'aborder à part dans une autre manière? Et concernant les observations anciennes, est-ce que c'est parce que tout simplement les traces n'existent pas, ou qu'elles existent peut-être dans des archives des pays coloniaux de l'époque, mais se sont perdues également? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, par rapport à l'aspect mythologique, je pense que beaucoup d'ouvrages en ont déjà parlé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu aussi en parler dans mon ouvrage à moi. Je le ferai sûrement dans d'autres ouvrages ou sous d'autres formats par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux observations qui a eu lieu avant l'époque coloniale, je pense qu'on en va parler. Pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas assez de sources par rapport à ça. Les sources sont un peu rares. Les sources sont un peu difficiles à trouver. Mais je pense que, par exemple, au Soudan du Sud, il y a eu un cas assez intéressant où, dans les années 70, un des chefs de la rébellion de l'armée de libération du Soudan du Sud a rapporté que sa grand-mère à lui a dit qu'ils avaient vu justement un objet métallique s'écraser dans une région proche de là-bas, et qu'après, ils ont récupéré les débris et ils ont sacrifié des vaches pour pouvoir calmer la colère de Dieu. Donc, il y a surtout cette façon de ramener la chose à la spiritualité qui est assez fondamentale chez les peuples africains. Et il y a aussi des cas assez intéressants. Je parle par exemple du cas de l'observation d'OVNI de Madagascar, qui est l'un des premiers cas d'observation d'OVNI de cette ampleur-là. En France, parce qu'à l'époque, Madagascar était considéré comme une colonie française, donc un territoire français. C'est un OVNI qui a été vu par plusieurs milliers de personnes et dont le déplacement aurait provoqué des coupures d'électricité, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand l'OVNI volait, arrivé dans une zone donnée, là, le courant ne fonctionnait plus. Et puis, quelques mètres après, quand l'OVNI se déplaçait, le courant revenait juste après, au fait. Et les animaux domestiques ont été vraiment, vraiment agités. Et c'est l'une des choses, justement, qui a poussé à l'époque le général de Gaulle à initier la création du GEPAN par la suite, au fait. Donc, c'est un cas d'observation d'OVNI assez intéressant, assez marquant dans l'histoire non seulement de la France, mais aussi de l'Afrique. Donc, pour répondre à ça, je pense avoir répondu à toutes les questions. S'il y a une question qui est restée non répondue, vous me le bien sûr, on redire va après. enchaîner. Oui, Ne vous je pense inquiétez que pas, hein, on va enchaîner les questions, hein. On en dans a le plein. live, oui, dans le Ouais. live, il y a deux questions assez intéressantes. La première, c'est de savoir, une personne dit qu'au Nigeria, c'est un pays qui a, entre guillemets, de gros moyens, mais qui ne rapporte pas souvent de cas d'observation d'OVNI. Bon, dans mon livre, j'ai mentionné plusieurs cas intéressants d'observation d'OVNI au Nigeria, notamment un témoignage assez intéressant où le jeune homme dit qu'il était devant chez lui lorsqu'il a commencé par observer l'OVNI. Donc, il a vu l'OVNI pendant 15 minutes et après, il est retourné chez lui.
Ce qui s'est passé, c'est que toute la maison lui a demandé où est-ce qu'il était passé depuis 2 heures ou 3 heures du temps. C'est-à-dire, les gens sont sortis, ne l'ont pas vu. Mais il était dehors, il voyait l'OVNI. Et pendant le laps de temps où il voyait l'OVNI, c'est comme s'il n'était plus visible aux yeux des gens. Mais son temps, lui, c'était 15 minutes. Mais quand il est rentré, il s'est rendu compte qu'il y a eu 2 ou 3 heures de temps qui s'était passé. Donc, ça pose aussi une question de comment ces objets-là se déplacent. Est-ce qu'ils arrivent à courber l'espace-temps? Quelle déformation de l'espace-temps ils créent pour que, pour nous les observateurs, on compte 15 minutes ou 5 minutes, mais pour la personne ou pour les gens qui sont autour de nous, c'est 2 ou 3 heures qui se sont passées. Et dans ce cas, c'est encore plus bizarre parce qu'il semblait avoir disparu même, parce que les gens ne l'ont pas vu au fait. On ne le voyait plus. Et il y a aussi un autre cas. Dans la conclusion de votre ouvrage, toutes ces questions-là, Oui. et c'est assez frappant de voir que finalement toutes les conclusions que vous faites, de tous les cas, vous parlez effectivement de cette courbe de l'espace-temps, vous parlez d'un effet Oz, comme d'une espèce de pause dans le temps, dans l'espace alentour, un espèce la situation semble figée lorsque l'observateur est confronté à un ovni. Ouais. Exactement. Et il y a aussi quelqu'un qui a demandé s'il y a des cas d'observation d'ovnis humanoïdes. Oui, il y a un cas assez marquant au Kenya que j'ai mentionné dans le livre aussi, où la jeune fille, je ne sais pas s'il faut parler d'agression, je pense qu'elle a juste rencontré des gens qui étaient assez curieux et qui voulaient peut-être l'observer de près parce qu'ils ne lui ont pas quand même fait du mal et après ils l'ont laissé partir. Maintenant, il y a aussi un autre cas où la personne a rencontré qu'ils étaient venus, il a constaté après avoir vu des créatures humanoïdes dans le coin que des chats et des chiens ont disparu. Je pense qu'ils ne voulaient pas s'intéresser aux humains, peut-être qu'ils étaient venus juste pour voler quelques animaux, pour aller les étudier de façon, pour comprendre mieux la biologie sur Terre. Donc, dans mon livre, j'ai fait l'effort de fouiller dans tous les pays, dans 40 pays, pour voir globalement les cas d'observation d'OVNI qu'il y a eu en Afrique, et il y en a eu beaucoup, même si les médias en parlent très peu, il y en a eu beaucoup. Et beaucoup de cas assez intrigants et qui devraient amener l'Afrique, normalement, à se poser des questions, à s'intéresser au phénomène. Parce que, comme je l'ai dit, face à l'étranger venu d'une autre planète, nous sommes tous des hommes. Et nous traiterons de la même façon, en fait. C'est-à-dire blanc, noir, rouge, bon, ils s'en foutent un peu, quoi. Vous êtes tous sur le même caillou. Donc, il faudrait qu'on arrête de penser qu'il y a des choses qui appartiennent, en guillemets, au blanc, et des choses qui seraient des choses de noir, en fait. C'est important. C'est bien dit. Samson, une dernière question, après je laisserai la main aux collègues, mais il y a des pays sur lesquels vous n'avez pas pu récolter d'observation, je pense aux deux Guinées, à la Centrafrique, et puis il y a d'autres pays, là vous n'avez pas réussi à trouver. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est lié à des particularités de ces pays-là, des particularités nationales, ou est-ce que peut-être l'information est verrouillée, peut-être plus étroitement, ne sort pas à l'extérieur? Est-ce que c'est aussi une question peut-être liée à l'état de la presse dans ces pays, à ce qu'elle peut relater ou à ce qu'elle ne relate pas? Ça m'a paru curieux. J'imagine que vous avez fait des recherches assez poussées pour la rédaction de cet ouvrage. Et justement, je m'interrogeais, je suis à peu près certain qu'il y a des observations dans ces pays-là, mais vous n'en avez pas trouvé. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est le manque de pédagogie. C'est le manque de pédagogie. C'est que je suis que les gens ont vu, ils ont même bien vu, mais juste qu'ils n'en ont pas parlé. Ils ont attribué ça. Comme je l'ai dit, par exemple, en Guinée, c'est un pays majoritairement musulman. Et dans la culture musulmane, tout ce qui apparaît de cette façon est attribué au djinn, cette fameuse aide de feu qui serait en train de vouloir faire du mal aux hommes parce qu'ils se seraient rebellés contre Dieu. Donc, lorsque les gens ont ce genre d'observation, ils ne vont pas contacter le journaliste, ils ne vont pas aller l'écrire sur une plateforme. Ils vont juste aller voir l'imam pour faire des prières pour que la malédiction de ce qu'il a vu en guillemets ne l'affecte pas, en fait. Par rapport à un pays comme la Centrafrique, c'est un pays qui a un véritable problème de développement, en fait. C'est l'un des pays les plus riches, paradoxalement, mais les plus arriérés du continent. C'est-à-dire, les gens qui sont partis à Bangui, moi je ne suis jamais parti à Bangui, mais les gens qui sont partis m'ont dit qu'il n'y a même pas de route, au fait.
Il n'y a pas de route, il y a peut-être 2 ou 3 routes dans la capitale et ça s'arrête là. Il n'y a pas de feu rouge, les gens conduisent comme ils veulent. Et dans ce genre de contexte, l'éducation, j'imagine un peu ce que c'est. Donc les gens n'auront pas la curiosité nécessaire pour s'intéresser et pour apporter ce genre de phénomène. Par contre, pour le Rwanda, moi-même j'ai été surpris parce que le Rwanda est un pays assez ouvert sur le monde. Ils ont un système éducatif très bon. Et je pense aussi que là, c'est aussi le problème, un problème lié à la pédagogie. Les gens voient, mais ne savent pas qu'ils ont vu, interprètent ça comme ils peuvent, et puis bon, passent à autre chose. Et si par malheur, une personne est abdiquée, comme en Afrique, il y a beaucoup de crimes rituels, on pensera qu'il a été enlevé pour aller sacrifier à une divinité, et puis bon, la vie continue. Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas d'investigation. C'est un peu la particularité. En effet, ça paraît extrêmement difficile d'étudier le phénomène en Afrique. Hein. Donc, le vrai problème qu'il y a, c'est que justement, on ne peut pas en faire passer la thèse des prototypes secrets. Parce que les prototypes secrets, par définition, ne perdent quasiment jamais en dehors de leur zone d'essai. Donc, et ça, c'est une constante dans toutes les forces aériennes, dans tous les pays. Donc, c'est pour ça que cette hypothèse ne tient pas la route une seule seconde, surtout pas dans des pays comme l'Afrique, parce que c'est certainement l'endroit où on n'enverra jamais un appareil ultra secret, simplement parce que si jamais il se crache ou il y a un problème technique, je vous dis pas le problème pour le récupérer et autres, hein, parce que donc et pour le récupérer parce que de toute façon tout le monde va se ruer vers l'épave. Donc c'est pour ça que ça ne tient pas la route cette hypothèse. Que dire encore en Afrique? Alors moi justement, je voudrais revenir au livre de Sampson qui est intéressant. En 1985, vous parlez d'une observation au-dessus d'une base aérienne et le personnel de cette base. Alors je ne sais plus le nom. Vous avez. C'est le Zimbabwe, n'est-ce pas? C'est le Zimbabwe. Ça doit être ça, oui. Et donc ils n'ont pas envoyé d'avion. Alors ça, c'est pas étonnant parce que la réactivité en Afrique n'est pas la même qu'en Europe, où là, il y a toujours une zone d'alerte en permanence, ce qu'on appelle la permanence opérationnelle. Et c'est sûr que la permanence opérationnelle en Afrique, c'est, je dirais, très, très hasardeux. Par contre, au niveau des avions, c'est généralement des avions, des jets d'entraînement, donc ce ne sont pas des intercepteurs. Et le problème, c'est que même si vous envoyez un avion en l'air, à mon avis, il va sortir les rames pour essayer de s'approcher de l'objet volant en question. Donc c'est surtout s'il est à une altitude assez extrême, ce qui semble avoir été le cas en 85, je crois. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait été détecté par radar. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un cas visuel radar. Et en cela, il est très intéressant. Maintenant, est-ce que les données radar ont été conservées? Est-ce qu'il y a eu des archives qui ont été conservées? C'est ça le vrai problème, parce qu'en fait, c'est l'interprétation de ces paramètres qui vont donner votre cas, je dirais, non seulement crédible, mais je dirais intéressant à étudier. En fait, ce sont les données, même les données primaires. Il n'y a pas besoin d'avoir des données spécifiques pour des radars. Il suffit simplement, en Afrique, je sais qu'il n'y a pas tellement de circulation aérienne qui permettent, si vous voulez, de jouer sur les IFF et tout ça, sur les transpondeurs, sur les ceci, sur les cela. Donc on est là dans un cas, je dirais, sain. Et s'il y a des données radar, ça doit être intéressant à étudier parce que ce sont des données brutes. Et ça, je sais que les chercheurs sont très avides de pouvoir analyser de tels. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est justement pouvoir savoir si ces archives existent toujours ou si elles sont parties dans la nuit des temps. Hein. Ok. Oui, là vous parlez du cas qui s'est passé le 22 juillet 1985 à Bula, au-dessus de la ville de Bulawayo, au Zimbabwe.
Oui, c'était en 85. Le Zimbabwe, la particularité, c'est que vous savez que c'est un pays qui a connu un apartheid très violent, Ouais. où la minorité blanche ne voulait pas partir. Donc, c'est comme un peu comme l'Afrique du Sud, un pays où toutes les infrastructures, c'est-à-dire c'est un peu l'Europe recréée en Afrique, au fait. Donc, Ouais. lorsque finalement Mugabe et ses confrères ont pris le pouvoir, ils avaient à leur disposition toute la machinerie, toutes les infrastructures que l'élite blanche avait laissées avant de finalement se replier. Donc, c'est un cas assez particulier. Je n'ai pas essayé de savoir si les archives sont toujours disponibles, mais je pense que si on contacte la structure qui gère l'aviation ou le secteur de l'aéronautique au Zimbabwe, ils devront avoir ces genres d'archives parce que le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et un peu la Zambie, c'est des pays, c'est des cas un peu différents. Ils ont plus de matériel comparé par exemple à des pays comme le Gabon ou le Togo où ce n'était pas vraiment des colonies de peuplement et il y a eu très peu d'efforts de développement dans ces pays-là au temps de la colonisation. Donc c'est assez particulier. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que le directeur général des opérations de l'armée de l'air de l'époque a clairement dit que cet appareil-là n'était pas humain. Dans son rapport, il a dit que ce n'était pas un appareil humain. Et il rejoint un peu ce qu'avait dit un pilote ghanéen. Il y avait eu aussi une observation d'OVNI assez étrange au Ghana à l'époque où il a rapporté clairement que de toute sa vie, il n'a jamais vu un appareil aussi grand, voler aussi rapidement et de cette façon. Donc, il était sûr que ce n'était pas un appareil humain. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas à un média ghanéen qu'il a parlé, mais c'est dans un rapport déclassifié de la CIA qu'on trouve ces témoignages. Donc, dans les médias ghanéens de l'époque, on ne trouve rien. Par contre, dans le rapport déclassifié de la CIA, le gars parle clairement et a clairement dit que cet appareil n'était pas, selon lui, humain. Le Zimbabwe, c'était la Rhodésie avant. Hein. La Rhodésie, oui, la Rhodésie du Sud. Voilà, c'est ça. Donc en 1985, c'était toujours la Rhodésie. 1985. En 1985, ça devait être encore la Rhodésie. Non. C'est devenu le Zimbabwe à partir de 79-80, quelque chose comme ça. Mugabe était déjà venu au pouvoir. Okay. Mugabe, oui. D'accord, bon, peu importe. Ça veut dire que leur force aérienne était constituée de d'avions britanniques, donc de Hunter. Donc ils avaient des intercepteurs. Exactement. Ils avaient des intercepteurs, mais enfin bon, de toute façon, ils n'étaient pas très performants, quoique pour le cas. Mais enfin, c'est intéressant quand même de noter. Si la force aérienne de Zimbabwe a conservé des archives, ça serait intéressant de recouper ça. Enfin, bon, juste une petite parenthèse de refermer. D'accord. Question de Stéphane Baron dans le chat. Question en cas de rencontre du troisième type, rapproché du troisième type. Les êtres sont-ils semblables à ceux des témoignages occidentaux? J'imagine, Stéphane, tu fais référence au petit gris. Donc voilà, Samson, du coup, est-ce que les êtres qui sont observés dans les témoignages africains sont semblables aux gris qu'on peut voir dans les témoignages occidentaux? Non. D'abord, on a tous appris par rapport, on retourne encore au Zimbabwe, au phénomène de l'école d'Ariel. Les êtres que les enfants ont dit avoir observés portaient des combinaisons noires, se déplaçaient de façon un peu maladroite, mais n'avaient pas la tête ou l'allure des gris, au fait, des petits gris. Et un peu quand même, d'après les dessins. Hein. Ils avaient beaucoup de cheveux. D'après les dessins, ils avaient beaucoup de cheveux. Oui, il y avait les cheveux, il y avait les gris, mais il y avait quand même la tête ronde, la peau grise, les gros yeux. Mais ils n'avaient pas de narine, par exemple, selon les enfants. Ils n'avaient pas de narine. D'accord. Il n'y avait pas de narine. Et le témoignage du Kenya, la fille a décrit des êtres assez petits de taille, pas assez grands. Des êtres qui devaient faire à peine 1 mètre, selon elle, mais qui n'étaient pas aussi gris, qui ressemblaient un peu vaguement à des enfants, mais qui n'étaient pas non plus gris. Maintenant, en Afrique, on a eu très peu de cas de rencontres du troisième type. Comme je l'ai dit, lorsque les gens rencontrent ce genre de choses en Afrique, je suis sûr qu'ils courent après chez leur pasteur ou au village pour aller se faire désenvoûter, parce qu'ils sont convaincus d'avoir rencontré des démons. Donc, ils ne rapportent pas ça du tout en tant que phénomène de rencontre du troisième type. Sinon, je suis très sûr qu'il y en a, mais on a très peu de témoignages. Et encore une fois, le manque de pédagogie et le poids des croyances culturelles
fait que c'est des données qui nous échappent totalement. Moi, par exemple, dans ma culture, je suis élevé du sud du Togo. Dans ma culture, quand vous voyez un phénomène comme ça, on dit que c'est une divinité et qu'il faut lui faire un sacrifice, quoi. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de recherche à faire, il n'y a pas de réflexion à mener, non. Ça s'arrête là. D'accord. C'est important. Une autre question, l'équipe? On enchaîne? Moi, oui. Moi, Ah, attends, Joël a levé le doigt, Bernard, je suis désolé. C'est suivant, t'inquiète. C'est du favoritisme. Un peu. Moi aussi, j'ai des questions pour ce temps. assumez. Oui, non, je voulais vous demander, Samson, en Oui. termes de collaboration internationale, est-ce qu'il y en a? Oui. Et par exemple, j'ai lu que le docteur Adjakou collabore avec des chercheurs en France et aux États-Unis. Vous pouvez nous en dire plus? J'ai mal entendu la première partie de la question. Ça a Ah, bugué un pardon. peu. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? En termes de collaboration internationale, qu'en est-il? Oui. Est-ce que ça existe? Parce que j'ai lu que le docteur Adjakou collabore avec des chercheurs en France et aux États-Unis. Des collaborations, oui, je suis sûr qu'il en existe, de façon individuelle surtout, entre les chercheurs et leurs pairs en Occident ou ailleurs. Maintenant, en Afrique, il faut dire que les États ne s'intéressent pas du tout pour le moment à la question. Et même des organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine qui devraient, selon moi, allouer, c'est-à-dire consacrer quand même un peu plus d'attention à ce phénomène, n'y font rien. Donc, au niveau institutionnel, on n'a pas l'équivalent du GEPAN, on n'a pas l'équivalent du CNRS, on n'a pas grand-chose, on a quelques observatoires en Afrique du Sud et dans certains pays d'Afrique du Nord. Mais à part ça, dans le reste du continent, c'est noir, c'est tout black au fait. Donc, il n'y a pas au niveau institutionnel de collaboration. Et c'est ce qui est déplorable parce que Ah oui, c'est je dommage, pense ouais. que la façon dont l'Afrique considère l'étranger, vous allez voir, je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on puisse aussi développer. Je ne parlerai pas d'une ufologie africaine parce que l'ufologie, pour moi, transcende les barrières ethniques, continentales et tout ça. Mais peut-être trouver dans la richesse culturelle de l'Afrique et dans sa façon de penser l'autre et le monde, des éléments qui peuvent nous permettre peut-être d'aborder l'ufologie d'une autre façon. Vous allez voir, je dis souvent à Yann, que si c'était les Africains qui avaient commencé les études ufologiques, ils ne seraient pas autant sur la défensive que les Occidentaux. Vous allez voir que dans l'histoire, l'Afrique n'est pas autant sur la défensive que les Occidentaux. Et on n'imagine pas que l'autre a traité toujours les celui qui est de passage a de la valeur. Donc ça nous aurait donné, ça peut nous donner une autre façon d'approcher la chose, parce que les Américains, par exemple, malheureusement, sont dans un mode un peu que je dirais survivaliste. Quand ils veulent parler des ovnis, c'est des gens qui veulent venir nous détruire. Il faut qu'on s'arme, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit sur le qui-vive. Et je pense que c'est une approche, je sens la critiquer, je trouve quand même qu'elle est assez partielle et qu'elle ne nous permettra pas de mieux entrer en contact lorsque les mosquites décideront finalement de venir nous voir. Il y avait aussi, pardon, il y avait une observation d'OVNI qui était assez célèbre au Togo en 1996. Comme vous n'en parlez pas dans votre ouvrage, je me demandais si vous connaissiez le cas, mais c'est ce que j'ai vu sur Internet. Hein. Non, je n'ai pas eu connaissance de ce cas. Vous pouvez me briefer un peu. Il y a eu une observation, mais ce n'était pas vraiment à Lomé. Est-ce que ce n'est pas l'observation qui était principalement C'est à à côté la de Lomé, frontière du ils disent Togo, près. à la frontière du Togo et du Ghana? Parce que Je je pense l'ai que là, c'était j'ai une trouvé ça. Alors, ils disent près de la capitale togolaise Lomé. Et Oui. l'incident s'est produit en 1996, mais il n'y a pas plus de détails. Apparemment, c'était limité au niveau de l'observation avec les médias locaux. Ça a été très, très limité. Ok, je pense que Et c'est la même pourtant observation. Je célèbre. pense que c'est l'observation dont je parlais tout à l'heure. Ça s'est déroulé à la frontière. Je sais que vous savez que Lomé est sur la frontière avec le Ghana. Peut-être. Donc En c'est le même ovni qui a 1996? été, oui, Ok. c'est la même ovni qui a été, c'est le même ovni, pardon, qui a été observé à Accra et aussi dans la région frontalière entre le Togo et le Ghana. Et c'est justement de D'accord. cet ovni-là, à propos de cet ovni que a réellement enquêté, Ah, parce qu'il ok. pensait à l'époque que c'était Kadhafi qui faisait des essais de missiles.
Et ils voulaient être sûrs que ce n'est pas lui qui le faisait. Donc, ils ont vraiment dépêché des gens. Et le pilote a dit que ce qu'il avait vu n'était pas du tout, ça ne ressemblait pas à tout ce qu'il a vu dans toute sa carrière de pilote, en fait. Donc, c'est la Ok. même observation. Certaines Peut-être c'est personnes celle-là. qui se trouvent dans certains Moi, quartiers j'ai pas plus très d'informations non à plus parce que l'ouest de c'est très Lomé, limité. oui. Oui, je pense que c'est la même observation. Parce que les personnes qui vivent dans les quartiers très à l'ouest de Lomé ont pu voir aussi la même chose. Dans le rapport de la Ok. CIA, bien sûr. Comment vous avez travaillé? Quand on n'a pas je dirais, de données officielles, on travaille par rapport au quotidien. Comment vous avez fait votre livre? Comment vous êtes parti de quelle banque de données? Je présume les quotidiens, les archives des quotidiens, les choses comme ça. Et aussi quelques enquêtes personnelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, quand on n'a pas de données officielles, quand on travaille sur un sujet fantôme, c'est un peu compliqué, certes, mais j'ai passé plusieurs mois et je me suis dit, s'il y a eu des observations, il y a sûrement des traces sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, quand même, sur Internet, il y a des traces de tout. Et c'est là où j'ai commencé par fouiller. Quand je prenais un pays, je fouillais absolument tout ce que je pouvais avoir comme données. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a eu quelques couvertures d'événements. Il y a eu des sites en Afrique, comme le site All Africa, par exemple, qui a couvert au moins 10 phénomènes d'observation d'OVNI, notamment l'observation de Baridien au Sénégal, qui est l'un des cas assez énigmatiques, parce que l'OVNI aurait non seulement détruit des habitations, mais en plus voulait dégager tellement de chaleur que même l'eau des jarres se serait simplement évaporée. Donc, avec ce genre de site, avec des bases de données, avec de la recherche, j'ai pu rassembler petit à petit des éléments. C'est vrai, quand j'arrivais sur un pays où je ne trouvais rien, je cherchais avec plusieurs mots-clés, je fouillais un peu partout, j'essayais de voir dans les banques de données par ici, des trucs sur Internet, euh, des, du travail que certaines personnes avaient fait de façon parcellaire ici et là. Il y a eu des ufologues américains qui, dans certains ouvrages, ont consacré 1 ou 2 pages au phénomène OVNI. En Afrique, par exemple, il fallait voir ça. Ils n'en parlent pas de façon forcément en profondeur. On le prend et puis on essaie de fouiller un peu de notre côté pour voir s'il peut y avoir des éléments ici et là. Comme j'étais au Togo, j'ai parlé aussi à des gens qui sont dans mon entourage. Malheureusement, la plupart n'avaient pas vu grand-chose. J'ai aussi des connaissances au Rwanda, des gens avec qui j'ai parlé longtemps, mais qui, bizarrement, m'ont dit aussi qu'ils n'ont pas vu grand-chose. Je reviens sur le cas du Rwanda parce que c'est assez étonnant. C'est un pays où il y a beaucoup de collines, où le ciel est assez éclairé. Donc, ça m'étonne quand même qu'il n'y a eu rien de rapporté sur ce plan-là. Donc, j'ai travaillé principalement en fouillant dans chaque recoin et dans chaque coin. C'est principalement ce que j'ai fait. Maintenant, Il y a aussi une source que vous pourriez éventuellement consulter et qui n'est pas négligeable, c'est les archives de Blue Book, parce que de temps à autre, quand on fouille, alors il faut vraiment plonger, hein, je peux dire, il y a des centaines de milliers de pages, mais pour l'avoir fait, je peux vous dire qu'il y a quelques cas sur l'Afrique. Quelques cas qui ont été répertoriés par l'Air Force. Alors ça, c'est bizarre. Et c'est revenu. Alors c'est revenu par des voies détournées, alors comme vous le disiez tout à l'heure, les puissances coloniales d'avant. Et puis donc mais ça centralisait vers l'US Air Force. Donc je pense que vous devriez également jeter un coup d'œil sur les archives, même les archives officielles américaines. Et je pense qu'il doit y avoir des choses. C'est pas que je pense, je les ai vues. J'ai travaillé avec beaucoup Il y a de 2 ou documents 3 cas, déclassifiés de je la sais qu'il y a CIA. 2 ou 3 cas. Pardon? Oui, j'ai travaillé avec beaucoup de documents déclassifiés de la CIA. L'OVNI du Ghana, dont je te parle tout à l'heure. Il y a aussi l'OVNI du Congo. Il y a beaucoup de documents déclassifiés de la CIA qui a beaucoup travaillé sur la question en Afrique, surtout par exemple en Libye, à l'époque où ils avaient une base militaire, avant Kadhafi. Il y a eu beaucoup d'observations de cas, d'observations d'OVNI de l'US Air Force en Afrique. Et de ces documents, j'ai travaillé avec ces documents, les documents déclassifiés de la CIA. J'ai fouillé un peu partout. J'ai pris tout ce que je pouvais. Essayé de voir, parfois, il y avait des cas qui ressemblaient clairement à des canulars, donc je les écartais simplement. Et avec beaucoup de travail, je pense que finalement, je suis parvenu. Je suis sûr que je n'ai pas forcément
recenser tous les cas. Et je pense que la prochaine étape serait, par exemple, d'aller sur le terrain, de trouver les moyens financiers, de pouvoir faire une enquête terrain, pouvoir parler aux gens qui n'ont pas accès à Internet, qui ne rapportent pas ce qu'ils voient sur Internet, mais qui ont sûrement beaucoup de choses à dire. Je prends un exemple très simple, par exemple, un Ivoirien me disait que dans les années 70-80, il y avait un monsieur qui est passé 2 fois à la télévision nationale et qui a dit qu'il a vu des extraterrestres qui l'ont même amené sur leur planète. Donc, lui, il était à Abidjan à l'époque, mais un peu plus à l'ouest, dans la ville de Daloa, il y avait un monsieur qui disait la même chose quelques années après. Maintenant, les deux n'ont pas eu peut-être l'idée d'écrire un livre, ils n'ont pas uploadé leur vision ou ce qu'ils ont eu comme expérience sur Internet. Donc là, par exemple, il faudra aller rencontrer les gens qui les ont côtoyés, parler avec eux pour avoir des informations. Je pense que si on arrive à sortir, si on fait un peu de pédagogie et qu'on arrive à aller sur le terrain, on découvrira beaucoup de choses vraiment, vraiment intéressantes. Et pour faire une petite digression, je vais parler de mon dernier article. J'ai parlé d'un peuple assez spécial qu'on appelle le peuple Dubang, un peuple qui se trouve au Nigeria, qui se considère comme les premiers êtres que Dieu aurait créés. Et ils disent que pour la preuve, c'est que Dieu a laissé une empreinte de pas sur leur territoire, sur une montagne. Et l'empreinte de pas en question, finalement, j'ai pu avoir la photo. C'est un pied géant. Maintenant, je ne peux pas savoir si le pied géant a été sculpté après ou s'il s'agit vraiment de l'empreinte d'un géant ou d'un être venu d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que pour eux, l'être qui a posé cette empreinte-là est leur créateur à eux, ou du moins celui qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense que c'est une communauté assez traditionnelle encore, et il faudra vraiment pouvoir aller leur parler. Ça me permettra de trouver beaucoup de choses assez intéressantes. Et pour le dire, ce peuple-là, c'est un peuple où les femmes et les hommes ne parlent pas la même langue. Et les chercheurs se sont rendus compte que vers 10 ans, les garçons qui vivaient avec leur mère jusqu'à 10 ans, vers 10 ans se mettent carrément à parler la langue de leur père, systématiquement. C'est-à-dire, à 10 ans, l'enfant se met à parler une autre langue, alors que personne ne lui a jamais appris cette langue-là. Et il parle quand même la langue des femmes pour pouvoir communiquer avec les femmes, mais les femmes ne parlent pas la langue des hommes, systématiquement. Donc ça, c'est assez intéressant, un peuple qui dit que Dieu aurait déposé une empreinte sur une montagne à leur niveau, et qui a une particularité, moi je trouve que c'est une particularité génétique, qui leur permet brutalement, à un moment donné, d'avoir 2 langues séparées. Je pense que ça mérite beaucoup d'investigation pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas. En tout cas, ça explorer la piste, par exemple, pour penser qu'il y a une intervention extraterrestre à ce niveau-là. Il y a une expérience qui a été faite pour peut-être partager la langue au niveau des hommes et des femmes. Mais en tout cas, Samson, il y a un travail, tu as raison, hein, il y a sans doute un travail ethnographique à réaliser, parce que je repense encore une fois au cas des Dogons du Mali. C'est Marcel Griol et Germaine Dieterlen, hein, le renard pâle, en 1947. C'est en faisant ce travail ethnographique, en allant à la source aussi des traditions orales africaines, qu'ils ont pu recueillir ces informations-là. Et c'est clair que s'il y avait un travail qui s'orientait autour de ça, sans doute qu'il y aurait des révélations, je dirais, sur des cas sans doute ancestraux, parce qu'il y a encore une fois toute une mémoire orale qui n'est pas consignée ni par papier ni sur Internet et qui existe. Voilà. C'est comme moi, je suis Évé, on m'a toujours dit que l'ancêtre fondateur de mon peuple vient du Nigeria. Mais en fouillant, je me suis rendu compte l'autre fois qu'il y a une version secrète de l'histoire, c'est-à-dire notre royaume mère, Tado, est actuellement à son 187e roi. C'est pour vous donner un peu une idée de l'ancienneté de ce royaume-là. Disent que le personnage en question serait né de 2 êtres non humains. C'est ce que la tradition secrète qu'on enseigne, qu'on ne dit pas à l'étranger, qu'on ne dit pas publiquement dit. En fait. Il n'a pas précisé ce qu'est ces 2 êtres non humains. Mais il se dit dans les secrets des secrets que l'ancêtre en question serait né de 2 êtres non humains. Et pour la petite histoire, juste après l'arrivée de cet ancêtre-là, ce peuple-là qui était un peuple de cultivateurs, de pêcheurs, a maîtrisé la métallurgie à un tel point qu'ils ont pu contrôler une grande partie du territoire de l'actuel Togo et de l'actuel Bénin.
brusquement, il savait maîtriser le fer, il savait extraire le fer, il savait fabriquer des armes. Automatiquement. Juste après ça. Vous voyez un peu. Donc, comme tu l'as dit, un travail de recherche à la source nous permettait d'avoir beaucoup de belles surprises, en fait. Et ça renvoie à des traditions sumériennes où, encore une fois, l'homme-poisson, Oannès, amène un certain nombre un corpus de connaissances philosophiques, agronomiques à ces peuples-là. Hein. Ouais, tout à fait. Ces peuples-là, et qui deviennent en même temps une superpuissance et qui disent les autres peuples qui sont dans leur entourage immédiat. Samson, moi, je me permets de continuer en te posant une question sur un cas qui est par cas africain. Ah, bah écoute, moi, je sais pas si vous m'entendez là. Et il y a un décalage. Vous m'entendez? Il y a un décalage de 10 secondes en plus. Bon. Vas-y. Bon, mais je m'apprêtais à poser la question à Samson de son avis, même si je me doute de ce qu'il va me dire là-dessus, mais sur un cas qui est particulièrement connu dans le monde occidental, qui est le cas du crash d'OVNI dans le désert du Kalahari, au Botswana, qui serait survenu le 7 mai 1989. Donc l'histoire, ça serait un OVNI qui aurait survolé l'espace aérien de l'Afrique du Sud, qui aurait été au désert du Kalahari, des mirages sud-africains, et une récupération aurait suivi près de la frontière, du côté du Botswana. L'objet aurait été ouvert, des entités vivantes en seraient sorties, et, dit-on, l'OVNI et ses ufonautes auraient été transférés de l'Afrique du Sud à la base de Wright-Patterson dans l'Ohio par un C-5 de l'US Air Force en juin 89. Donc, j'aurais aimé, Samson, que tu me dises un petit peu qu'est-ce qu'il faut penser de ce cas qui a été largement popularisé et qui est, on peut le dire, pour le moins contesté. Bon, je pense que c'est un canular. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas forcément mentionné dans mon ouvrage. Je pense qu'il y a toutes de choses contradictoires qui se disent sur ce cas. Et franchement, je pense que c'est un canular. Sincèrement, c'est juste ce que j'ai à dire. Donc, c'est un canular. Et pour moi, c'est clair. Ce n'est pas comme le cas de l'observation d'OVNI d'Ariel, où on peut encore donner beaucoup de crédit aux enfants. Bon, pour le Kalahari, je pense que c'est un canular. Oui, pour moi, il ne faudrait pas qu'on attende aussi que les extraterrestres viennent régler nos problèmes. C'est pas ce que j'ai voulu dire quand je dis la naissance d'une transhumanité cosmique. C'est une humanité qui inclut le vivant au-delà des êtres humains. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas nos messies, au fait, parce que l'histoire a montré qu'à chaque fois qu'un peuple, venu d'ici ou d'ailleurs, va vers un autre peuple pour lui dire on a la solution à vos problèmes, c'est jamais bon, en fait. C'est jamais bon. C'est peut-être bon au début, mais c'est jamais bon à la fin. Donc, il faudrait qu'on évite d'être dans cette vision messianique des extraterrestres, comme s'ils viendraient un jour et puis bon, ils nous donneraient, je ne sais pas moi, des solutions pour lutter contre le changement climatique, pour éradiquer le sida, éradiquer les maladies, et nous allons tous vivre heureux, jeunes. Non, c'est pas ça ma façon de voir les choses. Même si l'article en soi est intéressant, je pense qu'il faudrait quand même se démarquer de cette vision des UAP. S'il devait avoir un jour un contact officiel, il faudrait qu'on soit dans une échange de données, dans une logique du donner et du recevoir, pour qu'on puisse mieux tirer profit de ce qu'ils ont à nous apporter, mais nous laisser aller, soi-disant, parce qu'ils ont la technologie, ils sont capables de régler tous nos problèmes. Je pense qu'ils pourront le faire au début, mais ça ne serait jamais bien pour nous. La dernière fois que ça s'est passé, c'est les Blancs qui étaient venus dire aux Africains qu'ils étaient capables de la guérir du palu et de beaucoup d'autres maladies. Et ça fait au moins 60 ans qu'on crie toujours au néocolonialisme, qui est un fait, on ne peut pas le nier, qu'il y a des accords secrets, des intérêts opaques qui font que beaucoup de pays africains n'arrivent tout simplement pas à se développer. Il y a des pays, il y a l'empereur Bokassa qui avait demandé un sac comme Napoléon, ça lui a été offert, mais quand il a commencé par demander des tracteurs, des frigos pour pouvoir stocker de la viande, on lui a fait un coup d'État. Donc, il faut comprendre que c'est un peu ça. Donc, il faudrait qu'on évite d'être dans cette logique-là. Les extraterrestres et l'humanité mettent dans la main, oui, mais personne n'est là pour sauver l'autre. On pourrait être amené à redéfinir notre notion de ce que être humain, en fait. Être humain, ça ne se limiterait plus à seulement l'espèce humaine, mais aux êtres intelligents doués de conscience.
Donc c'est pour ça. Je pense qu'en fait, et on en discutait aussi en off, c'est que l'ufologie, c'est une discipline qui mêle tellement de sciences différentes, qu'elles soient sociologiques, philosophiques, théologiques, on peut toutes les citer, qu'en fait, ça force l'humilité, ça force à cogiter, à réfléchir, et ça force à avoir ce processus de réflexion qui fait que mais qu'est-ce qu'on fait, nous les humains, en fait? On fait quoi? Et je pense que cette prise de conscience, elle, pourrait être bénéfique à l'humanité, sans pour autant qu'on ait une intervention d'une extérieure. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. Déjà, je pense que la prise de conscience qu'il y a des intelligences non humaines qui nous visitent depuis un temps pourrait faire, bon, peut-être pas disparaître forcément, mais pourrait quand même faire reculer beaucoup le racisme, en fait. Parce que Ouais. actuellement, sur Terre, on se voit plus. Tu es noir, tu es blanc, tu es jaune, tu es rouge. Ça crée beaucoup de différences. Donc, du coup, certaines personnes pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres, qu'ils ont droit à ci, à ci, à ça, à ça. Mais le fait même d'apprendre qu'il y a des intelligences non humaines ailleurs qui ont eu une histoire assez riche, qui ont eu une technologie assez extraordinaire, au point qu'ils puissent voyager à la vitesse de la lumière, ou mieux, qu'ils puissent parvenir à courber l'espace-temps pour passer d'un point A à un point B, devrait nous permettre de nous sentir avant tout humains et de savoir que c'est par un dialogue, d'abord sur notre propre caillou, et par une sorte de prise de conscience de la fraternité universelle que nous pourrions avancer. Et aussi, comme tu l'as dit, que l'avenir n'est pas aussi sombre qu'on le pense au fait. Parce que, comme tu l'as dit, bon, il y a quand même, quand on voit les médias, on se rend compte, on a l'impression quand même que d'ici quelques années, on est mal barré, qu'il y aura le réchauffement climatique, les inondations par là, la hausse du niveau de la mer, les famines par ici et par là, et qu'on est vraiment mal barré. Cette prise de conscience vous permettra vraiment, comme tu l'as dit, de fraterniser à l'échelle universelle et de mieux avancer vers le futur. Et c'est pour ça aussi qu'il faut plus de pédagogie sur la question UAP, parce que je pense que la question n'est pas de savoir s'ils sont là ou pas. Il y a assez d'indices pour comprendre qu'ils sont là, qui viennent depuis longtemps et qui savent que nous sommes là. La question est de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils voient au-delà de leur petite vie quotidienne, en fait, aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des États, qui comprennent qu'à part le fait de vouloir défendre la souveraineté de X ou Y, il y a plus grand, il y a plus haut, il y a plus merveilleux, et que l'humanité gagnerait vraiment à taire ces petites querelles internes et à avancer vers de nouvelles horizons.